Camarades et amis, nous entrons dans une période mouvementée qui angoisse beaucoup des nôtres. Le RN est peut-être à la porte du pouvoir, mais heureusement, et contrairement à tout ce que l'on entend, ce n'est pas encore le fascisme. Le fascisme est un mouvement social. Ce sont des dizaines, des centaines de milliers d'hommes réunis dans des milices armées pour mater la classe ouvrière mobilisée, que la bourgeoisie, son gouvernement, sa police et son armée ne parviennent plus à contrôler. Le fascisme est né en Italie, au début des années 1920, quand Mussolini a proposé ses services à la bourgeoisie italienne pour stopper la puissance vague révolutionnaire de l'après-guerre. Il s'est ensuite développé en Allemagne, à la faveur de la crise économique qui jeta la classe ouvrière allemande dans un tourbillon de grèves et d'insurrections. S'inspirant de Mussolini, Hitler créa les sections d'assaut, les SA, recrutant massivement dans la petite bourgeoisie allemande, déclassée et enragée. Il fit ainsi ses preuves aux yeux de la bourgeoisie en s'attaquant physiquement et violemment au Parti communiste allemand, aux socialistes, aux syndicats, aux grèves et aux manifestants, et en faisant régner la terreur partout où passaient ses chemises brunes. Il s'imposa comme le parti capable de ramener l'ordre et de conduire l'Allemagne au repartage de l'Europe, c'est-à-dire à la guerre. Mais s'il est parvenu au pouvoir en janvier 1933 au travers des élections, c'est après avoir déclenché et gagné une véritable guerre civile dans le pays. Ce n'est pas le contexte d'aujourd'hui, mais l'évolution réactionnaire que l'on connaît peut tout à fait nous y conduire. Les nazillons qui s'imaginent à la tête de milices pour cogner sur des immigrés, sur des grévistes ou sur des gauchistes, comme ils les appellent, ils existent. Ils s'entraînent déjà à une petite échelle, mais ils sont particulièrement actifs dans certaines villes. Et nul doute qu'il existe bien d'autres cadres potentiels à un mouvement fasciste, en particulier dans la police et dans l'armée, qui rassemblent à elles deux bien plus d'apprentis fascistes que le RN, qui est devenu, par bien des aspects, un parti parlementaire de droite extrême. Des apprentis fascistes, il y en a aussi du côté de ce syndicat agricole, la coordination rurale, qui, dans au moins un département, s'est spécialisé, entre autres, dans l'intimidation des inspecteurs du travail, les recevant à coups de fusil. Alors, oui, les cadres fascistes existent. Ce sont les troupes qu'ils n'ont pas encore. Mais si la crise s'aggrave et accule à la ruine des petits et grands possédants, ils les trouveront. Et il faut s'y préparer, moralement et politiquement. Car ce n'est pas en manifestant et en scandant « le fascisme ne passera pas » qu'on s'en débarrassera. Et ce n'est certainement pas en s'appuyant sur des élections. Dans un tel contexte, il faudra que les travailleurs soient organisés, qu'ils apprennent à se protéger, à protéger leurs organisations par eux-mêmes. Il faudra qu'ils soient capables d'opposer aux milices fascistes leurs propres milices, des milices ouvrières. Et il faudra aussi qu'ils montrent autant de courage et de détermination qu'il y en aura dans le camp d'en face. Et il faudra qu'ils aient conscience que pour empêcher la victoire du fascisme, eh bien, ils devront eux-mêmes monter à l'assaut du pouvoir. Tout cela, il faut aussi en discuter. Alors on est loin, évidemment, de tous les rêves que nous vendent aujourd'hui le nouveau Front populaire. Et je voudrais revenir justement sur cette histoire du Front populaire. D'abord, c'est une nouvelle appellation qui est trompeuse. Parce que le Front populaire a recoupé deux choses qui sont complètement différentes. D'abord, une union électorale qui faisait s'aligner le PS et le PC de l'époque sur le programme du Parti radical bourgeois, ce qui était une trahison du programme ouvrier. Et de l'autre, une des plus grandes grèves ouvrières qui ouvrit, elle, des perspectives inédites pour les travailleurs et pour toute la société. La situation d'alors était marquée, comme aujourd'hui,
par la crise et toute une évolution réactionnaire. L'Italie avait basculé dans le fascisme, l'Allemagne dans le nazisme. Et en 1934, les ligues fascistes se développaient aussi en France. Quand certaines tentèrent, le 6 février 1934, de marcher sur l'Assemblée nationale, ce fut un électrochoc pour la classe ouvrière, qui était divisée entre les deux grands partis ouvriers de l'époque, donc le Parti communiste et le Parti socialiste. Sans attendre la permission de leurs chefs respectifs, les travailleurs et les militants imposèrent l'unité par en bas, dans les manifestations et dans les entreprises. Et ce sont ces travailleurs mobilisés qui coupèrent l'herbe sous le pied de l'extrême droite et qui donnèrent aussi l'élan de la victoire électorale. Ce n'est pas l'inverse. Et contrairement aux fables racontées aujourd'hui par la gauche, ce n'est même pas la victoire électorale de Léon Blum qui donna les congés payés. La mesure n'était même pas inscrite au programme. Les congés payés furent obtenus par la grève générale, par les occupations d'usines de juin 1936, qui se répandirent comme une traînée de poudre dans tout le pays. L'ampleur des concessions fut à la mesure de la surprise et de la peur de la bourgeoisie française, qui se précipita la première à la table des négociations, alors même que Léon Blum, lui, ne voulait rien céder aux grévistes. Le gouvernement du Front populaire fut utile, oui, pour sauver la mise à la bourgeoisie française, aux 200 familles, comme on disait à l'époque. Il fut utile pour canaliser la grève et pour que les ouvriers ne contestent pas la propriété privée des usines qui étaient occupées et qui auraient très bien pu être relancées pour le compte des seuls travailleurs. À l'époque, c'est le PCF et son chef, Thorez, qui mit tout son poids dans la balance pour faire reprendre le travail. Parce que, comme il le disait si bien, il faut savoir terminer une grève et, je le cite encore, tout n'est pas possible. Telle une douche froide, le gouvernement du Front populaire refroidit les ardeurs des travailleurs qui venaient tout juste de mesurer l'immense force de leur classe. Au même moment, la révolution espagnole était trahie par ses chefs réformistes et conduite, elle aussi, sur une voie de garage par la même politique dite du Front populaire. Et un an seulement après la grève de 1936, le gouvernement du Front populaire abolissait la semaine de 40 heures et rétablissait la semaine de 48 heures. Il faisait tirer sur une manifestation ouvrière à Clichy, faisant 6 morts et 300 blessés. En 1939, il interdisait le Parti communiste et le dernier acte politique de la Chambre de Front populaire fut de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Alors oui, à nous aussi, l'histoire du Front populaire sert de modèle, mais c'est le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que la véritable histoire du Front populaire, c'est qu'il n'a pas fait barrage ni au fascisme, ni à la guerre. Il s'est au contraire opposé au seul moyen de le combattre, c'est-à-dire à l'unité des travailleurs et la prise de conscience qu'ils devaient renverser le capitalisme et diriger la société eux-mêmes. Devant le recul politique de la classe ouvrière, devant le profond recul de la conscience de classe qui ouvre la porte à des aventures mortelles, il n'y a ni baguette magique ni raccourci. Il n'y a qu'une seule voie, défendre une politique de classe, réveiller la conscience de classe qui sommeille, y compris chez les travailleurs les plus écrasés qui croient trouver le changement dans le RN. La conscience de classe n'a jamais été innée. La classe ouvrière baigne dans la société bourgeoise, dont elle reprend forcément les mœurs individualistes, les aspirations et les préjugés divers. Et puis les travailleurs sont livrés à la concurrence et aux divisions entretenues sans cesse par le patronat. Pour les combattre et faire prendre conscience aux travailleurs qu'ils forment une classe à part, avec des intérêts communs, il n'y a qu'une seule voie. Organiser les travailleurs et s'appuyer sur toute leur lutte, aussi moléculaire soit-elle, pour faire émerger cette conscience de classe. Il faut montrer aux travailleurs une voie concrète de lutte pour aujourd'hui, et pas seulement pour l'avenir.
dans cette séquence électorale où chaque écurie politicienne présente son programme, eh bien la première des choses, c'est d'appeler les travailleurs à ne pas être passifs. Oui, il faut rassembler les travailleurs que nous avons autour de nous et ensemble, réfléchissons aux mesures qui pourraient vraiment changer notre vie. Formulons nous-mêmes nos revendications. Laissons de côté les mesures toutes faites des politiciens qui sont aussi vagues que mensongères. Et nous n'avons pas besoin de leurs larmes de crocodile pour mesurer la flambée des prix et le recul de notre pouvoir d'achat. Nous avons notre portefeuille pour le rappeler tous les jours. Et lui, il ne ment pas. Et nous n'avons absolument besoin de personne pour connaître la seule et unique réponse à cette dégringolade, l'augmentation des salaires, des allocations et des pensions. Quand on discute entre nous de ce qu'il faut pour vivre, tout le monde convient qu'il faudrait 300, 400, 500 euros d'augmentation et que 2000 euros de salaire net est un minimum. Eh bien voilà nos exigences à nous et qu'on n'attende pas un an pour avoir une nouvelle augmentation. Les prix augmentent continuellement. Eh bien, il faut que nos salaires augmentent en même temps que l'augmentation réelle de tous ces prix. Oui, j'insiste sur l'augmentation réelle, parce que l'inflation officielle, qu'ils sortent de leurs statistiques, elle déforme toujours la réalité. Alors il faut que nos salaires augmentent, de l'augmentation que nous constatons nous-mêmes au supermarché ou à la pompe à essence. C'est ce que l'on appelle l'indexation des salaires sur l'inflation. Le mouvement ouvrier employait une expression plus imagée, l'échelle mobile des salaires. Eh bien, retenons cette idée. Oui, quand les prix montent, il faut que les salaires montent. Quand ils montent, eh bien, il faut que nos salaires montent. Vous avez compris. Voilà, il faut donc l'échelle mobile des salaires, mais aussi de nos allocations comme de nos pensions de retraite. Discutons aussi avec nos camarades de travail de l'emploi et de la charge de travail. Discutons de ce qu'il nous faudrait pour rendre le travail vivable, pour que les uns ne laissent pas leur peau au boulot pendant que les autres crèvent au chômage. Combien d'embauches il faut dans tel ou tel atelier? Quel temps de travail pour ne pas finir sur les rotules? Si nous avions collectivement le pouvoir de diriger dans notre entreprise, quelles seraient nos premières décisions? Si nous demandions au personnel des hôpitaux, des EHPAD, de l'éducation, des transports publics d'établir la liste d'embauches dont ils auraient besoin, on arriverait certainement à des centaines de milliers d'emplois utiles et indispensables à créer tout de suite. Eh bien voilà nos exigences. Que l'on répartisse le travail de sorte de baisser le temps de travail et la charge de travail, et pour permettre à tous d'avoir un emploi et un salaire. Et comme nous sommes réalistes, il faut aussi discuter de la question du financement. Mais de quoi discuter quand nous ne savons pas ce qu'il y a dans les caisses de notre entreprise? Quand c'est le secret et l'opacité la plus totale? Eh bien, défendons aussi le mot d'ordre de la transparence des comptabilités et du contrôle des travailleurs. Parce qu'on ne peut pas s'incliner sans cesse devant les mensonges de ces patrons qui nous expliquent toujours avec des trémolos dans la voix qu'il n'y a pas d'argent pour embaucher les intérimaires qui sont là depuis des mois, alors qu'ils trouvent toujours des millions pour arroser les actionnaires. Alors, je résume. Échelle mobile des salaires, répartition du travail entre tous et transparence, contrôle des travailleurs sur l'argent qui existe dans la société. Mais qui imposera toutes ces exigences? Pas Bardella, qui est allé ramper devant le MEDEF pour l'assurer de son dévouement, ni la gauche, qui ne l'a jamais fait et qui est elle aussi allée faire des mamours au patronat il y a 2 jours. Seuls les travailleurs unis et combatifs
peuvent les imposer quand ils seront poussés par la révolte, de voir qu'un Bernard Arnault peut accumuler plus de 200 milliards d'euros de fortune, que les actionnaires de Stellantis touchent, chaque jour qui passe, collectivement 18 millions d'euros, alors que les ouvriers de ce même groupe, qui se lèvent à 4 heures du matin et qui s'esquintent la santé sur les lignes de montage, atteignent péniblement les 1 800 euros par mois. Alors il n'y a pas le choix. Si nous ne voulons pas être sacrifiés sur l'autel des fortunes de la bourgeoisie, si nous voulons enrayer la catastrophe d'une société de plus en plus inégalitaire et prédatrice, il faut que les travailleurs retrouvent ensemble la volonté d'agir. La perspective que nous défendons est celle de l'organisation des travailleurs. C'est celle de l'unité des travailleurs sur leur terrain de classe. Et quand ils se remettront à agir pour leurs intérêts communs d'exploiter, contre les seuls et uniques responsables du gâchis actuel, eh bien, ils ne marcheront plus derrière des diviseurs de l'extrême droite. Ils marcheront pour leurs intérêts et ceux de tous les opprimés, et ce faisant, ils feront à nouveau progresser toute la société. Parmi les catastrophes, devant nous, il y a aussi la marche à la guerre. Ce qui nous menace, c'est d'être à notre tour envoyés sur des champs de bataille en Ukraine ou ailleurs pour les intérêts des industriels et des financiers. C'est-à-dire que notre vie soit mise dans les mains de généraux qui ont prouvé qu'ils se moquent de la vie des femmes et des hommes des classes populaires. Sur cette question, même si les uns ou les autres cherchent à se distinguer de la surenchère militaire de Macron, ils partagent tous la même politique guerrière, la même politique de défense de l'impérialisme français. Car défendre les intérêts de la France à l'étranger, cela n'a rien à voir avec les intérêts des exploités et des pauvres. C'est défendre les intérêts des Bolloré, des Pinault, des Michelin. C'est défendre la domination de la bourgeoisie française aux 4 coins de la planète. Alors, sans surprise, le programme de campagne du nouveau Front populaire a retenu les positions les plus va-t-en-guerre de tous, celles formulées par Raphaël Glucksmann pendant les européennes, prévoyant un soutien militaire à l'Ukraine sous forme de livraison d'armes. Quant au RN, ses formules pacifistes, souverainistes et anti-OTAN ne résistent pas plus que son programme social, puisque même là-dessus, Bardella vient de rétropédaler en disant, je le cite, « On ne change pas les traités en période de guerre ». Car, je le cite encore, il n'entend pas affaiblir la voix ou l'engagement de la France sur la scène internationale. Si l'entrée de la France dans une guerre dite de haute intensité n'est pas pour l'immédiat à l'ordre du jour, elle est en germe dans la réalité des relations internationales. Car nous sommes dans une situation où la guerre économique entre capitalistes est exacerbée parce que les marchés solvables et les réserves de matières premières sont limitées et non extensibles. La confrontation ne cesse de monter entre d'un côté la Chine, nouvelle puissance économique montante qui essaye de se tailler une place dans l'économie mondiale, et les États-Unis, première puissance impérialiste du monde. Dans ce contexte, le petit impérialisme français ne peut conserver sa place dans l'ordre mondial qu'en se mettant à la remorque des États-Unis. Cette future guerre, quel que soit le prétexte initial invoqué, la défense d'un petit pays agressé par son puissant voisin, la défense de la démocratie face à un dictateur, cette guerre sera une guerre impérialiste, c'est-à-dire une guerre des puissances qui dominent le monde, les États-Unis en tête, pour conserver leur suprématie. Cette guerre ne sera pas celle des travailleurs, des classes populaires, des exploités. Ceux-là seront envoyés croupir dans des tranchées, se terrer dans des abris, mourir ou se faire amputer pour que les Total, Dassault, Bolloré, Stellantis éjectent leurs concurrents. Alors, il faudra des femmes et des hommes pour dire haut et fort que cette guerre n'est pas la leur, que l'ennemi principal est dans notre propre pays. Et ils devront tenir à contre-courant. Car
plus le temps passe, plus la guerre se rapproche, plus les discours patriotards et chauvins se banalisent, et plus nos idées internationalistes et communistes seront difficiles à défendre. Et cela, quel que soit le gouvernement ou les gouvernements qui vont succéder. Si certains peuvent avoir l'espoir, l'illusion de faire barrage au RN dans les urnes, comment croire que l'on fera barrage à la montée du nationalisme et de la guerre dans les urnes? Le capitalisme fait planer le danger incessant de crises toujours plus graves. La crise climatique, les souffrances qu'elle va engendrer, les migrations forcées qu'elle va provoquer sera elle aussi source de crises profondes et peut-être même de guerre. Beaucoup, comme la dirigeante de la CGT, nous disent qu'il est minuit moins une, mais à Gaza ou en Ukraine, c'est minuit passé depuis longtemps. Pour les femmes et les hommes qui meurent, pour les femmes et les hommes qui meurent en essayant de traverser la Méditerranée, pour tous ceux qui n'ont tout simplement rien à manger, qui n'ont plus de toit, c'est plus que minuit passé. Alors ici, il est peut-être minuit moins une, mais pas parce que Bardella risque de s'installer à Matignon, parce que la classe ouvrière n'est pas préparée à tout cela, parce qu'elle n'est pas organisée, parce qu'elle n'a pas de politique indépendante pour défendre ses intérêts à court et à long terme. Comme le disait Rosa Luxembourg au moment de la Première Guerre mondiale, c'est le socialisme ou la barbarie. Cette conscience d'avoir à renverser le pouvoir de la bourgeoisie, c'est-à-dire d'avoir à détruire le capitalisme pour fonder une société sur des bases communistes, a quasiment disparu. Eh bien, la propager de nouveau est notre raison d'être. Armons politiquement la classe ouvrière au combat qu'elle a à affronter et affirmons que la classe ouvrière, oui, elle a la capacité de changer son sort et de changer toute la société. Je le redis, nous entrons dans une période qui sera de plus en plus agitée et mouvante. La crise politique en cours n'a pas commencé dimanche dernier, en fait c'est dimanche quand même, il y a 8 jours, mais comme les jours comptent pour des semaines, voire des mois en ce moment, voilà, non. La crise politique en cours n'a pas commencé dimanche, il y a 8 jours, et elle ne se terminera pas le 7 juillet. Celle-ci est profondément liée à la crise du capitalisme, où la concurrence se fait de plus en plus dure et où la bourgeoisie est de plus en plus féroce avec les travailleurs et plus exigeante aussi vis-à-vis de ses serviteurs politiques. Et qu'ils viennent de droite, de gauche ou d'ailleurs, tous ces politiciens s'usent de plus en plus vite quand ils sont au pouvoir auprès de l'électorat populaire. En 2017, quand Macron a surgi tel un ovni, aux yeux du grand public en tout cas, tous ses supporters nous ont expliqué qu'il allait offrir une cure de jouvence à la démocratie bourgeoise. Eh bien, elle a été de courte durée. Et le macronisme sera peut-être enterré en même temps que la démocratie. Dans certains pays, la bourgeoisie a résolu le problème de l'instabilité politique en confiant les commandes gouvernementales à des régimes autoritaires. Elle préfère encore cela à l'incertitude très mauvaise pour les affaires. Aux États-Unis, elle a trouvé une autre forme de stabilité, avec un système d'alternance réduit à l'affrontement de deux blocs politiques qui rend quasiment impossible le surgissement d'une force politique en dehors des appareils démocrates et républicains. Laissons à la bourgeoisie française et à ses politiciens le soin de trouver une solution pour gérer son système qui est en train de pourrir tant sur le plan économique que politique. En tout cas, elle est loin de tout maîtriser. Et il y a une chose qu'elle ne contrôle pas du tout. Ce sont les réactions, les soubresauts dans la société, l'agitation sociale que toute cette instabilité va provoquer. En fonction du nouveau gouvernement qui sortira de tout ce remue-ménage, on peut les imaginer dans deux sens opposés.
Dans l'hypothèse de l'arrivée d'un gouvernement du nouveau Front populaire, on peut craindre des réactions de la part des supporters du RN, enragés que leur parti ait une fois encore été écarté du pouvoir. Ces réactions pourraient venir de bien des côtés, des agriculteurs, des petits patrons, voire de la police. L'évolution fasciste dont j'ai parlé tout à l'heure pourrait aussi naître de ce genre de sentiment, d'avoir essuyé à nouveau un affront électoral de la part d'une gauche qui est d'ailleurs littéralement haïe par les plus racistes et par certaines catégories sociales. Dans l'autre hypothèse, où le RN arrive au pouvoir, comment la jeunesse des quartiers populaires réagira-t-elle? Est-ce que le RN, voire la police, multiplieront les provocations, engendrant à leur tour de nouvelles réactions? Est-ce que les nazillons en profiteront pour parader, faire le coup de poing? Et puis, que ce soit le RN au pouvoir ou le nouveau Front populaire, ou encore une troisième version gouvernementale, ils seront tous contraints, sous les diktats des financiers de la grande bourgeoisie, de continuer l'offensive anti-ouvrière et d'attaquer les conditions d'existence des travailleurs. Alors, d'une façon ou d'une autre, ces attaques provoqueront des réactions collectives, des manifestations, des grèves, peut-être une explosion sociale. Alors, il ne faut pas seulement se préparer à l'arrivée d'un nouveau gouvernement. Il faut se préparer à un tourbillon d'événements sociaux, de coups de colère, de mobilisation qui iront dans tous les sens. Qui dirigera ces luttes? Avec quels objectifs? Celui de remplacer un gouvernement anti-ouvrier par un autre? Ou permettre aux travailleurs d'imposer leurs propres exigences, avec l'objectif et la conscience d'avoir à prendre le contrôle de toute la société? Dans toute cette agitation, il sera crucial que les travailleurs, qu'ils aient voté RN, qu'ils aient voté Nouveau Front populaire, se fassent entendre. Il sera vital qu'ils puissent emmener les luttes qui naîtront sur le seul terrain qui vaille, celui de l'affrontement avec la classe capitaliste. C'est pour cela qu'il faudra qu'ils se battent ensemble, sans se laisser diviser selon leur vote, leur statut ou leur origine. Et cela suppose qu'existent des militants capables de proposer une politique de classe aux travailleurs dans les entreprises, dans les quartiers populaires. Cela suppose qu'il y ait des militants, qu'ils sachent dans quelle direction aller, et des militants qui aient aussi une claire conscience des rapports de force. Pour cela, il faut des militants liés par tout leur port à la classe ouvrière, capables d'avoir sa confiance et capables de l'aider à s'organiser. Eh bien, c'est ce genre de militants-là que nous voulons être, que nous devons être. Après les trahisons du PS et du PC qui furent révolutionnaires il y a très longtemps, dans leur jeune âge, eh bien, il faut reconstruire. Il faut reconstruire un parti communiste révolutionnaire, internationaliste, capable d'offrir une politique aux révoltés. Heureusement, nous ne repartons pas de zéro. Nous héritons de 2 siècles d'un mouvement ouvrier riche de luttes, de succès et d'erreurs, de grandes victoires et d'échecs graves. Les pages écrites par les communards ou par les ouvriers et les paysans russes entre 1917 et 1925 sont extraordinaires pour tous les opprimés de cette planète. Mais c'est aussi des échecs bien plus nombreux, c'est aussi des révolutions avortées, réprimées ou trahies, que l'on apprend beaucoup. Cette somme d'expériences et tout le capital politique accumulé par le mouvement ouvrier à l'échelle internationale ont pour nous une importance cruciale aujourd'hui. Nous devons les connaître et nous devons les faire nôtres. Beaucoup ici connaissent notre insistance pour lire et réfléchir à toutes les leçons politiques que l'on peut tirer de ces situations. Eh bien, s'il y a une chose qui dépend de nous et de nous seuls, c'est bien notre détermination à le faire. Car une chose est certaine, c'est que tous ceux qui cherchent véritablement le chemin de la révolution le trouveront en suivant les pas et les idées de Marx, de Lénine, de Rosa Luxembourg, de Karl Liebknecht et de Trotsky.
Le Parti communiste révolutionnaire capable de changer le cours de l'histoire sera marxiste. Parce que c'est Marx qui, le premier, a découvert la seule force sociale capable de renverser le capitalisme, la classe ouvrière. Et il nous apprend encore aujourd'hui pourquoi nous devons placer notre confiance dans cette classe d'exploités. Ce parti sera aussi léniniste, parce que c'est Lénine qui a trouvé la forme et les méthodes d'organisation nécessaires au parti révolutionnaire. Et il sera trotskiste, car si la perspective communiste est toujours vivante, on le doit à Trotsky, qui a combattu la caricature sanglante que Staline en a faite et qui nous a transmis un drapeau sans tache dont nous pouvons être fiers. Ce parti doit s'ancrer dans la classe ouvrière et ses luttes. Et il faut bien sûr le construire dans les entreprises et dans les quartiers, autour de noyaux de travailleurs conscients, autour de travailleurs qui prennent l'habitude de se réunir pour discuter de leurs affaires, pour examiner tous les événements, toutes les crises politiques et la moindre décision gouvernementale en se demandant à chaque fois où sont nos intérêts de travailleurs. Avant que l'histoire confronte le Parti révolutionnaire aux tâches nombreuses et décisives de la prise du pouvoir et de l'exercice du pouvoir, la construction de ce parti commence à cette échelle-là, à ce niveau-là. Et chacun d'entre nous peut y contribuer. La qualité essentielle requise est la ténacité et l'obstination militante. Et en ce qui concerne le type d'organisation à construire, eh bien oui, le petit branle-bas de combat électoral que nous venons de vivre ces 2 dernières années nous donne une idée de ce qui est nécessaire de faire. Nous avions en effet seulement quelques jours pour décider de participer à ces législatives, déposer nos candidatures et tout le matériel nécessaire. Habituellement, nous le faisons sur 3 ou 4 mois. Il a donc fallu décider vite, agir vite et se démultiplier. Tous les obstacles matériels et financiers sont loin d'être réglés. Nous nous sommes heurtés à bien des difficultés. Une partie de notre matériel électoral a été refusée par les préfectures sous prétexte d'avoir été livré hors délai. Alors, les prochains jours vont encore être bien remplis, car nous allons nous donner les moyens de contourner toutes ces difficultés. Et j'espère, au passage, que vous allez nous y aider, car nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés. Mais nous pouvons d'ores et déjà nous réjouir de ce que nous avons fait, parce que nous présentons 550 candidats, c'est-à-dire des candidats dans quasiment toutes les circonscriptions, y compris à Mayotte et en Guyane, pour offrir une politique indépendante aux travailleurs et pour les rassembler derrière un vote de conscience. Et ça, c'est le fruit de notre volonté militante et je dirais même de notre acharnement militant. Eh bien oui, de tout ça, nous pouvons être fiers. Cela ne garantit pas que nous saurons faire face aux véritables tempêtes qui nous attendent. Nous aurons à subir des pressions et une hostilité bien plus grande quand l'affrontement quittera le terrain électoral pour se mener sur le terrain social. Et ce sera encore tout autre chose quand le gouvernement et l'état-major décideront de nous entraîner dans la guerre. Mais ce petit branle-bas de combat nous permet de comprendre l'importance de construire sur du solide, sur des convictions et un engagement solide. Cette minuscule mise à l'épreuve montre l'importance de se comprendre vite, de raisonner dans le même sens et pour cela de partager un capital politique commun. Elle montre
Comment il faut partager la même volonté de se battre. Et combien sont importants les liens de confiance établis par des mois et des années de militantisme en commun. Alors avoir réussi à relever ce défi nous indique que nous sommes dans la bonne voie et qu'il faut continuer. Pour conclure, comme nous l'avons constaté à travers les élections européennes, nous sommes à contre-courant et évidemment, nous défendons la nécessité pour notre classe de se défendre par elle-même, alors qu'elle est aujourd'hui largement résignée. Mais nous devons tenir sur ces convictions, sur nos raisonnements marxistes, dont la valeur n'est pas liée à la combativité, ni même au niveau de conscience des travailleurs, parce que ce ne sont pas les idées qui gouvernent le monde, c'est la lutte de classe. Et cette lutte de classe, elle ne s'arrête jamais. La conjonction de la crise économique et de l'instabilité politique, si elle débouche sur des explosions sociales, eh bien elle recèle d'immenses possibilités pour la classe ouvrière, en même temps que de grandes menaces. Tout dépendra de la direction politique que trouveront ces explosions sociales. C'est dans les périodes où la lutte de classe devient intense, où la politique cesse d'être l'affaire d'une caste spécialisée au service de la bourgeoisie. C'est lorsque des centaines de milliers de femmes et d'hommes s'intéressent à la vie de la collectivité et comprennent que l'avenir dépend d'eux, que la transformation de la société devient possible. Et c'est aussi de ces périodes-là que peuvent surgir de nouvelles générations de militants prêts à agir dans ce sens. Alors oui, tenons bon sur nos perspectives fondamentales. Mais avant cela, eh bien, saisissons-nous du combat électoral présent, continuons de nous démultiplier pour cette dernière semaine de campagne, créons et renforçons notre réseau de travailleurs autour de chacune de nos candidatures. Votez et faites voter pour le camp des travailleurs et rejoignez-nous après, bien sûr, dans le parti qu'il faut construire. Alors camarades, bon courage pour tout et bonne campagne.